Alors, on en a combien du coup? Bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire dédié à la collaboration Startup Hôpital organisé par BPI France et en particulier par le Hub Health. Donc aujourd'hui, nous allons parler des scénarios de sortie de crise et finalement quelles opportunités dans la collaboration Startup Hôpital dans un monde post-Covid. Et avec nous, donc, nous accueillons aujourd'hui Laurence Contarassu, qui est présidente de Medtronic France, Chara Louafi, qui est directrice d'un fonds d'investissement dédié à la santé digitale, patient autonome au sein de BPI France, Bernard Castel, qui est à la fois radiologue et directeur adjoint de performance, donc innovation, recherche au sein du CHU de Valenciennes, donc vraiment au cœur des problématiques que vivent les hôpitaux aujourd'hui. Et puis Enguerrand Abran, directeur du fonds recherche et innovation au sein de la Fédération hospitalière de France. Alors on va traiter à la fois des problématiques d'aujourd'hui et de demain, par rapport à ce que cette crise a révélé, mais je vous propose, avant de démarrer, qu'on fasse un petit tour de table pour laisser à chacun quelques minutes pour se présenter un peu plus précisément. Je vais commencer par Laurence, peut-être. Bonjour à tous et à tous déjà, très heureuse d'être avec vous pour cette expérience virtuelle où nous sommes nombreux. Donc moi je suis Laurence Contarassus, je suis la présidente de Medtronic France depuis 6 ans. Je travaille chez Medtronic depuis plus de 17 ans. J'ai surtout été manager d'unité commerciale. Je vais dire que ma passion, c'est les patients, c'est la technique, c'est l'innovation qu'on peut leur apporter. Et je suis une sorte de spécialiste du dispositif médical puisque ça fait 25 ans que j'y passe ma vie. Donc, les hôpitaux, les couloirs, je les connais très, très bien. Et j'ai commencé sur le terrain en termes de support technique, vraiment, où j'allais mettre les innovations au chevet du patient, jusqu'à maintenant monter des projets avec mes équipes sur, par exemple, comment collaborer avec les startups et comment amener l'innovation, qu'elle soit, j'allais dire, à la fois technologique et à la fois organisationnelle. Et je suis très, très heureuse d'être avec vous. Merci. Pardon, j'avais pas laissé j'avais fermé mon micro. Chara, je te laisse te présenter. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc je suis Chara Louafi, je dirige le fonds dédié à la santé numérique de BPI France qui s'appelle Patient Autonome. Il est positionné sur l'amorçage. C'est 50 millions à investir dans des solutions innovantes en santé numérique qui vont fluidifier le parcours de soins, avoir en fait un impact positif sur la réduction des coûts de santé de manière plus globale. Voilà, c'est le pendant en fait de la prise en charge thérapeutique et c'est un sujet d'actualité. Merci Chara. Bernard. Oui, donc moi je suis Bernard Castel, je suis radiologue depuis 35 ans maintenant. Et j'ai fait évidemment de l'imagerie avec toutes les modalités. Je me suis beaucoup intéressé aux innovations essentiellement en organisation, ce qui m'a donné depuis 20 ans l'occasion de travailler en innovation et transformation, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi hors domaine de la santé, dans différentes entreprises où j'ai passé pas mal de temps, quelquefois plusieurs années même, à accompagner des gros sujets de transformation. Voilà. Merci. Enguerrand, je vous laisse conclure sur ce tour de table. Donc, Enguerrand Abran, je dirige le fonds recherche et innovation de la Fédération hospitalière de France. Alors, c'est un fonds de dotation, donc on n'investit pas dans les startups, on finance la recherche et l'innovation publique. Et on a essentiellement 4 missions. La première, c'est la promotion de l'innovation. Donc là, ça peut vous intéresser, c'est-à-dire qu'on promeut en fait les meilleures innovations, soit issues des établissements, soit à destination des établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. La deuxième mission, c'est la conduite du changement. Donc, on accompagne les établissements publics de santé dans les grandes transformations, que ce soit l'empowerment de patients, la révolution digitale, les biotechnologies et plein d'autres sujets. La troisième mission, c'est l'accompagnement des projets innovants. Donc là, concrètement, on accompagne les établissements sur le terrain. Et puis, la dernière action, c'est plus ou moins imposé à nous, c'est la formation.
En fait, on avait initialement mené une étude pour savoir comment les établissements manageaient l'innovation en interne, et puis on s'est aperçu qu'ils ne manageaient pas en fait l'innovation. L'innovation était vue comme la recherche, on confiait la recherche et l'innovation aux mêmes personnes, et donc on a créé un programme de formation au management de l'innovation adapté aux établissements de santé. Et puis, pour faciliter en fait la diffusion de tout ça, on en a créé un programme de formation. Et puis, par ailleurs, après, on a eu d'autres sollicitations où là, on accompagne un programme de formation au numérique et d'autres actions comme ça. Merci. Donc moi-même, je suis directrice Deep Tech, c'est-à-dire qu'au sein au sein de BPI France, avec mon équipe, nous coordonnons l'ensemble des actions du plan Deep Tech qui a été mis en place par l'État il y a 1 an et demi et qui vise à soutenir, accompagner le développement de startups Deep Tech, c'est-à-dire issus des résultats de recherche développés dans les laboratoires académiques français. Voilà, donc je vais jouer le rôle de Monsieur Loyal pendant cette séquence. Ce que je vous propose, donc on va d'abord démarrer par une partie table ronde et ensuite on répondra à vos questions. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans l'onglet questions qui est à votre droite. Donc je vois que personne n'a posé de questions pour le moment, c'est normal. Et plutôt que de reposer une question qui a déjà été posée, de liker et de valider s'il y a une question qui vous semble intéressante et pour laquelle vous avez aussi envie d'avoir une réponse. Comme ça, moi, ça me permettra, quand je ferai le tri des questions-réponses, d'aller directement sur les questions qui correspondent aux attentes les plus importantes. Voilà, donc nous allons échanger sur l'impact de la crise à court, moyen et long terme, plus largement sur le secteur de la santé et qu'est-ce que ça veut dire en termes de collaboration entre start-up et hôpital. Ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, dans ces derniers mois, on a eu à la fois des éléments négatifs où finalement ça a arrêté un certain nombre de démarches cliniques ou de collaborations qui existaient, mais en même temps, ça a permis aussi le développement d'actions vis-à-vis de toutes les startups qui travaillaient sur le Covid ou qui, en tout cas, ont pu se repositionner là-dessus, donc des éléments positifs et négatifs. Vous, les uns et les autres, comment vous voyez cet impact, mais là à très court terme, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ces derniers mois? Je vais peut-être commencer par vous, Bernard, au CHU de Valenciennes. Comment les choses se passent? Alors nous, on n'est pas un CHU, ce qui est un petit avantage dans la situation, c'est qu'on a un rôle plutôt d'application. Donc, on n'a pas un rôle universitaire, même si on participe à des travaux. Et comme on n'a pas ce rôle universitaire, le choix qu'on a fait il y a 2 ans et demi, donc avant la crise du Covid, mais c'est intéressant je vous dirai ce que la crise du Covid nous emmène. On a choisi de démarrer 2 thèmes et de les structurer de façon opérationnelle. On a décidé de faire une transformation numérique complète pour un GHT. On est 12 établissements, dont Valenciennes et l'établissement support. Donc, une transformation numérique partagée pour que, quand on veut faire des parcours patients tels que la loi de 2016 le préconise, il faut que les soignants puissent échanger des informations entre eux. Et quand je parle des soignants aujourd'hui, je ne me limite pas aux hôpitaux et aux soins. Pour moi, les soignants, c'est toute la vie. C'est-à-dire, c'est dès qu'on est, on essaie de rester le plus longtemps possible en bonne santé dès sa naissance. Et puis, quand on va décéder et jusqu'à l'accompagnement palliatif, on est accompagné éventuellement par des soignants ou des aidants, etc. Donc, c'est cette conception qu'on a déployée, donc transformation numérique. Et puis, on a profité de l'élan donné par tout le tam-tam autour d'IA parce que je me suis dit que c'était une bonne raison d'y aller et de convaincre tout le monde. Donc, j'ai réussi à convaincre surtout mon directeur général qui tient les cordons de la bourse dans un premier temps, et puis tous les collègues. Aujourd'hui, on a, au niveau de nos 12 établissements, on a une plateforme opérationnelle et une structuration, une architecture et une urbanisation des systèmes d'information qui est ad hoc pour pouvoir aujourd'hui partager des usages. Parce qu'au fond, ce qui fait la différence, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous a emmené le Covid? Cette crise du Covid, elle a rendu nécessaire, utile, ça c'est une évidence, et nécessaire quelquefois, le fait de travailler avec du numérique
Donc, je parlerai de choses relativement simples qu'on avait dans les tuyaux depuis 20 ans. Les téléconsultations, par exemple, qui sont multipliées par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'examens et d'actes. Tout le travail sur les flux, puisque le Covid pose des questions de flux. Alors, hier déjà, aujourd'hui encore, demain et pendant des mois, peut-être plus longtemps, on ne sait pas. Donc, on est sur ces questions-là. Et du coup, cette crise a, depuis 3 mois, réactivé chez nous des réflexes de réactivité qu'on a dans les soins. Dans les soins, quand les patients sont urgents, on choisit les patients urgents avant ce qui est moins urgent. Le numérique, c'est devenu urgent. Voilà, c'est ça mon expérience des 3 mois. Merci. Est-ce qu'au niveau national, Enguerrand, on retrouve les mêmes choses ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent? Non, enfin, on retrouve tout ce que Bernard a dit. C'est devenu une nécessité, hein. D'ailleurs, c'est une des premières règles dans le management du changement pour pousser les gens à changer. Il faut que le besoin devienne une vraie nécessité. Là, avec le Covid, le numérique est devenu une vraie nécessité. On l'a vu notamment pour l'instant sur 3 champs. La télémédecine, donc avec la téléconsultation, le télésoin et la télésurveillance. Parce que forcément, l'hôpital en dehors des murs est devenu une nécessité, étant donné que les gens ne peuvent plus y venir. On l'a vu également sur la formation, avec, je pense à des startups comme Invivox ou Sim4Health qui ont pu déployer leurs solutions, parce que quand il faut transférer de l'expérience et de la connaissance en très grand nombre, le numérique est une vraie aide. Et puis après, on l'a vu aussi sur tout ce qui est la gestion RH, où forcément, comme il fallait des ressources en plus, alors la formation peut rentrer dans les RH, mais vraiment sur recruter, identifier et attribuer les bonnes ressources RH aux bons établissements, c'est devenu aussi une nécessité. Donc les startups qui étaient déjà positionnées là-dessus ont pu bénéficier en fait de cette crise. Et après, comme Bernard l'a dit, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver à très court terme. La reprise d'activité va nécessiter énormément de compétences. Parce qu'imaginez redémarrer l'activité d'un établissement qui a migré une grosse partie de son activité sur le Covid, c'est une vraie difficulté. Donc, accompagner les établissements dans tous ces processus, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et puis, ce qu'il faut aussi voir, c'est que malheureusement, il y a la vague direct du Covid qui a fait des dizaines de milliers de morts, mais il va y avoir toutes les vagues indirectes du Covid. Et là, il va falloir aussi s'en occuper, et ça veut dire permettre aux établissements d'absorber plus d'activités que d'habitude, sachant qu'en plus, ils doivent redémarrer leur activité initiale. Ça veut dire permettre aux établissements de développer des nouvelles sortes d'activités pour justement prendre en charge tous ces patients qu'on a dû laisser de côté. Enfin bref, c'est plein de nouveaux problèmes en fait qui arrivent, et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des opportunités. Donc pour moi, ça ouvre des opportunités et ça a évangélisé beaucoup de domaines qui avaient eu du mal à démarrer. Laurence, est-ce que vous avez vu ça de votre côté? Comment une entreprise comme Medtronic, du coup, s'est positionnée dans cette période de crise? Qu'est-ce que ça a changé? Alors déjà, il y a beaucoup de points communs avec ce qu'on a entendu. Moi, je voudrais revenir sur un premier point. Dans cette crise du Covid, on a surtout beaucoup travaillé sur la sécurité de nos salariés et de leurs familles. Je pense que quand on est une entreprise de notre taille, c'est vraiment un des points déterminants qui, je suis sûre, a été aussi la même chose pour l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table virtuelle et puis et les hôpitaux. Ensuite, on a eu évidemment un deuxième point à gérer qui a été aussi évoqué, c'est la déprogrammation en fait de tous les patients qui étaient programmés. Avec très très vite, on a vu non seulement le fait en effet que les patients n'étaient pas, ils étaient déprogrammés, mais qu'on avait aussi un certain nombre de patients qui avaient peur d'aller à l'hôpital, donc qui ne se faisaient pas soigner. Donc, comme je crois que Enguerrand l'a dit, moi j'appelle ça le risque de la seconde crise sanitaire qui potentiellement pourrait être encore peut-être plus importante que la crise du Covid-19 si on ne travaille pas tous ensemble dessus. Et là, je pense que tous autant qu'on est, c'est vraiment un axe sur lequel on devra revenir en post-Covid, sur lequel il va falloir très très vite travailler. Ce Covid aussi pour nous, c'est nous en tant que Medtronic, on travaille beaucoup sur l'aspect collaboratif.
on porte le message que c'est l'ensemble des acteurs qui pourront trouver les solutions au monde de la santé dans lequel on vit. Et des fois, on peut avoir un peu de mal à se faire entendre pour plein de raisons. Et je pense que cette crise du Covid-19, elle démontre justement qu'on a besoin de collaboration et qu'on a besoin de tout le monde. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle on est là, puisqu'on a mis en place en fait un accélérateur de start-up où vraiment notre ambition, c'est de laisser les start-up et françaises pouvoir vraiment s'épanouir et travailler avec nous. Et on reviendra dessus, mais un certain nombre de solutions qu'on a pu trouver, on parlait de la digitalisation, de la transformation, eh bien ça nous a permis vraiment d'accélérer le partenariat avec un certain nombre de start-up, et on reviendra dessus, Inkibox, vraiment un certain nombre qui ont été cités. Et puis, dans le collaboratif, ce dont je suis assez fière, ce Covid, ça nous a aussi permis de mettre à disposition des spécifications techniques de nos ventilateurs, par exemple, dont le monde entier avait besoin, tout particulièrement le BP 560. Et il y a eu 100 000 chargements, en fait, de ces spécifications. Donc, c'est vraiment un grand nombre de sociétés qui se sont mis à s'intéresser à comment on pouvait essayer de produire ces fameux ventilateurs dont on avait besoin. Et on reviendra après, je pense, dessus, mais vraiment plein de collaborations, je le disais, avec les startups, mais aussi avec des plus grosses sociétés comme Tesla et des solutions innovantes. Donc, c'est vraiment une capacité d'accélération, en fait, de la transformation et une capacité du travailler ensemble, ce que nous, on aime particulièrement, puisqu'on a une tagline, c'est « Further Together ». Donc là, quelque part, le Covid nous a permis de démontrer que ce « Further Together », il avait un vrai sens, et surtout quand on était dans des situations de crise comme celle-ci. Merci. Shara, toi qui gère un fonds et qui a un certain nombre de startups santé numérique en portefeuille, qu'est-ce que tu as vu en fait, quel a été l'impact sur les startups pendant cette période de crise? C'est vrai que je suis principalement en fait investisseur en santé numérique, mais je l'étais il n'y a pas très longtemps et encore maintenant, en fait, je suis en portefeuille de société biotech et il y a une dynamique en fait qui se renverse. En biotech, en fait, il y a des essais cliniques qui se passent. C'est le nerf de la guerre en fait d'une société pour créer de la valeur et démontrer en fait que elle a un produit efficace entre les mains. Comme les hôpitaux en fait sont les centres investigateurs de ces essais cliniques, en fait, tout a été stoppé au profit du Covid-19 et celles qui ont en fait du cash aujourd'hui, qui ont réussi à lever, pourront en fait passer cette crise. Et étrangement, en fait, le numérique, qui est un marché complètement neuf, et en analysant en fait toutes ces sociétés, on se posait la question du go-to-market et qui était quand même assez compliqué et parce que avec verrou culturel lié typiquement à la téléconsultation, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait prendre. L'intégration dans les systèmes d'information hospitaliers, ça aussi c'était un souci. Et aussi facturer, en fait, passer en fait d'une expérimentation à une facturation réelle pour un hôpital, c'était aussi compliqué. La crise vient en fait tirer ce marché parce qu'il y a des besoins à combler aujourd'hui et donc la chronologie de temps a totalement changé. Tout se passe en fait aujourd'hui et le RGPD en fait devient complètement secondaire parce que il y a un besoin en fait, il faut pallier à l'urgence et trouver des solutions. Et donc il faut poser ses pions aujourd'hui pour pouvoir en fait exister demain. Donc ça c'est la première étape. Dans notre analyse du deal aussi, il faut se mettre dans des conditions où les frontières sont fermées. Et se dire en fait est-ce qu'il y a poursuite ou pas. Et c'est vrai que bon, le numérique vient lever pas mal de sujets parce qu'on c'est scalable, etc. Mais quand même, il y a en fait cette analyse qu'il faut intégrer aujourd'hui, comment on peut créer de la valeur sur le long terme quand les frontières sont fermées. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, se dire en fait comment faire en sorte que la production soit préservée au pied du patient. Donc, que les chaînes de décision soient les plus courtes possibles, etc. Donc, on est obligé, nous, en tant qu'investisseurs, de nous adapter, en fait, à cette modification qui a ses contraintes, c'est d'autres contraintes, mais qui sont, qu'il faut anticiper aujourd'hui pour que notre schéma de pensée, en fait, s'adapte
à ça. Voilà. Alors, nos schémas de pensée vont effectivement devoir nécessairement s'adapter. On peut donc on a vu quelques éléments sur les retours que vous avez sur ces mois de crise. Là, donc du coup, demain, on déconfine incessamment sous peu. Hein, les activités vont pouvoir reprendre. Il y a des changements, donc des changements de pratiques qui vont pouvoir se mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. Comment vous projetez les uns et les autres dans ces modifications concrètes qui vont se mettre en place? Quelles modalités de collaboration? Laurence, par exemple, vous avez évoqué l'accélérateur sur lequel vous aviez déjà travaillé avec des startups. Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est un outil pour vous qui va modifier la collaboration startup grand groupe? Alors, ce que pour moi, ça peut changer, c'est ce qu'on disait. En fait, c'est qu'il va falloir trouver de nouvelles voies pour trouver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des situations auxquelles, en fait, on n'a jamais été confronté, auxquelles les patients n'ont jamais été confrontés, auxquelles les administrations n'ont jamais été confrontées. Et en plus, avec un niveau d'incertitude auquel personne n'a jamais été confronté. Ça, je pense que c'est vraiment un gros point. Donc, pour nous, cet accélérateur de start-up, justement, il nous permet de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus réactifs. Pour exemple, je vais vous en donner un. Donc, on a parlé des ventilateurs. Il faut savoir qu'un ventilateur, si on n'est pas formé dessus, n'importe quel soignant ne peut pas travailler dessus. On a eu, par exemple, à mettre en œuvre des formations extrêmement rapides et de pouvoir former un grand nombre de personnes. Quasiment du jour au lendemain, avec une société comme Invivox, on a pu le faire avec un niveau de qualité peut-être comme on n'aurait même pas été capable de le faire en face à face. Donc, c'est trouver des solutions extrêmement rapides, extrêmement différenciantes, extrêmement utiles et faciles à mettre en œuvre. Et ça, je pense qu'on peut le faire dans beaucoup d'environnements. Je vais utiliser une expression, c'est très souvent, tout à l'heure, on parlait de télémédecine. Télémédecine, il nous a fallu 10 ans pour en arriver là. En fait, on a fait en 10 jours ce qu'on n'a jamais été capable de faire en 10 ans. Pourquoi? Parce que tous ensemble, plus certains que d'autres, vous allez me dire, c'est vrai, mais ils voyaient les barrières au lieu de voir les solutions. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à garder tout ce côté positif de ce qu'on va avoir appris. Si on arrive à penser solutions, pourquoi on fait les choses, pour qui on veut le faire, et si on les fait ensemble, bien justement, on va être en capacité de le faire. Et dans ce collaboratif, pour moi, il est toujours important d'y mettre des gens extrêmement différents. Je disais quelques questions tout à l'heure qui disaient, on va revenir dessus, il manque certains acteurs. On ne peut jamais avoir tous les acteurs, par contre, en tout cas pas autour de la table comme ça en virtuel, mais en tout cas, par contre, dans un groupe, quand on travaille ensemble, si on veut trouver les solutions adaptées, il faut être différent, il faut penser différemment. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que nous, on est en train d'apprendre. J'étais encore en réunion ce matin, là, comment on digitalise notre formation, parce que même si après-demain, oui, on pourra revenir dans les blocs, on pourra continuer à supporter les patients, on aura toujours besoin de ça, parce qu'il y a un grand nombre de patients qui n'ont pas été soignés, on va devoir soigner tous les patients à venir et tous ceux qui n'ont pas été soignés. Donc, on a une responsabilité collective, c'est qu'ensemble, on laisse personne de côté et qu'on n'ait pas cette deuxième crise sanitaire dont je parlais tout à l'heure. Il y a pas mal de questions effectivement sur les pistes de développement. Alors la télésurveillance, y compris la télésurveillance post-opératoire, le sujet des soins intensifs. Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles technologies? Parce qu'on a vu qu'on était en limite. Finalement, c'est ça qui a été le facteur discriminant par rapport à la gestion de malades en soins intensifs. Il y a le sujet des données aussi qui est évoqué. Enfin, on voit, il y a une question là sur le nombre d'établissements qui utilisent la télémédecine. Enguerrand, est-ce que vous, de votre côté, par rapport à la vision que vous avez sur l'ensemble des hôpitaux, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement qui là se met en place pour les mois qui viennent et qui va cranter les changements dans le réel à moyen terme? Alors, il y a un mot qui a été dit et il est extrêmement important, c'est l'incertitude. Un truc, on ne sait pas trop à quoi vont ressembler les 6 prochains mois. Tout ne va pas être rose non plus, hein. Ce n'est pas que des nouvelles opportunités. Je pense notamment, on est en train de faire un guide sur la collaboration hôpitaux start-up et on a interrogé plus d'une centaine d'établissements et plus de 200 start-up.
puis il y en a 15 qui ont travaillé avec nous relativement activement. Et une des principales craintes en fait, des établissements, c'est la stabilité financière d'une start-up. Et après la crise sanitaire, on va rentrer dans une crise économique. Et donc, le facteur stabilité financière de la start-up avec qui je vais travailler en tant qu'établissement et savoir si elle est encore là demain ou si elle risque de s'effondrer, ça va aussi être quelque chose d'extrêmement important. Je voulais aussi mettre ce point-là en avant. Après, les ressources humaines, elles vont aussi être épuisées, elles le sont déjà. Donc, que ce soit autant les soignants que tous les gens qu'il y a derrière. Je pense que je ne sais pas si ça va redémarrer très vite, si ça va être tout rose et tout ça. Je pense que ça va être très difficile, il ne faut pas se le cacher. L'inertie dans la prise de décision et l'inertie dans l'exécution d'un partenariat, c'est les deux principales critiques des startups vis-à-vis des établissements. Ils sont fondés. Et je pense que là, ça va pas forcément aller en s'améliorant. Par contre, le Covid a prouvé que beaucoup de choses sur lesquelles on était réticents sont des vraies nécessités, et notamment pour assurer l'une des principales missions de l'hôpital public, c'est prendre tout le monde en charge, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a, peu importe où il est. Donc le numérique, forcément, là, ça a été identifié comme un levier non négligeable. Tout le monde a pu tester des choses qu'il n'avait jamais testées, où il y avait une méfiance a priori. Là, on a une confiance qui s'est bâtie sur l'expérience. Donc ça, je pense que ça ne repartira pas. Donc je pense que la télémédecine va rester quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'elle ne va pas remplacer, bien évidemment, et qu'elle va diminuer en termes de quantité par rapport à ce qui est actuel, mais elle va rester un complément des techniques de soins qu'il y avait avant, et un complément non négligeable. Je pense notamment sur tout ce qui est centre de référence, où en fait vous avez un centre de référence en France et on y fait venir tous les patients. Et malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent de faire venir tout le monde, ça épuise les patients. Ben là, on pourra un peu les suivre à distance. Sur les essais cliniques, c'est une vraie problématique, ce qui a été soulevé, les essais cliniques qui sont arrêtés, parce que c'est aussi une perte de chance. On est en train de monter un projet justement sur un grand programme post-Covid avec le financement de plusieurs projets. C'est une des thématiques qui est remontée parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des patients qui avaient l'espoir d'être pris en charge dans un essai clinique et malheureusement, l'essai clinique n'aura pas lieu et donc leur espoir disparaît. C'est une vraie perte de chance. Et puis, je pense que sur le post-Covid, en fait, va aussi provoquer une vague en santé mentale. C'est un sujet qui est assez peu abordé parce que c'est forcément un sujet qui est plus complexe et c'est des établissements qui sont plus particuliers. Mais je pense qu'il y a des vraies opportunités aussi en santé mentale parce que la principale vague de dégâts, elle va être en santé mentale du fait des risques psychotraumatiques liés au confinement, liés à l'épidémie, dans des populations aussi bien pédiatriques qu'adultes. Donc, voilà, je pense que il va y avoir des nouvelles opportunités. Il y en a eu à court terme, il va y en avoir à moyen terme, mais ça va souffler fort. Et les craintes des hospitaliers, qui sont notamment la stabilité financière d'une start-up et sa capacité à être là demain et à pouvoir assumer une montée en charge, la crise économique venant, je pense qu'il va falloir que les acteurs se positionnent là-dessus parce que les établissements prendront pas forcément tous les risques, quoi. Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre, parce que ça fait partie des questions qui sont posées, sur le nombre d'établissements qui sont passés, qui maintenant utilisent la télémédecine? Ouais, c'est énorme, c'est pratiquement tous. Maintenant, c'est quasiment tous. Ça a été une nécessité. C'était vraiment, je l'ai déjà évoqué, le terme de management du changement, mais c'est la première brique. Quand vous prenez le cycle de Porter sur le management du changement, la première chose, c'est créer l'urgence, créer la nécessité. Après là, le Covid, il s'est occupé de créer la nécessité de faire de la télémédecine, et du coup, tout le monde a dû se lancer. Et pour le coup, c'était vraiment une obligation. Sinon, vous arrêtez les soins, quoi. Sur tout ce qui est non-Covid, parce que là, on parle du Covid en permanence, mais toutes les autres maladies tuent plus que le Covid. Bernard Enguerrand évoquait la difficulté, enfin l'inertie dans les établissements hospitaliers pour prendre des décisions, utiliser des solutions alternatives que proposent les startups. C'est aussi une question qui revient de façon régulière par rapport au protocole
aussi, aux difficultés de collaboration liées au marché public et autres modalités de fonctionnement des structures publiques. Est-ce que vous, du côté de Valenciennes, vous imaginez des dispositifs à déployer là dans les mois qui viennent pour que finalement l'achat soit plus simple, le partenariat soit plus simple et est-ce que vous souscrivez à cette question-là de la stabilité, du coup, de l'inquiétude par rapport à la stabilité financière et à une vision de moyen terme du partenariat avec les startups? Oui, je partage l'avis d'Enguerrand sur le fond. Après, dans l'application à Valenciennes, on est un peu spéciaux. Donc, je ne peux pas faire de Valenciennes un modèle pour tout le monde, mais si modèle veut dire que peut-être tout le monde devrait s'intéresser à la manière dont on pratique, ça probablement on peut accélérer un certain nombre de choses. Alors, juste pour rappeler peut-être des évidences, la perte de chance, c'est une notion qui est permanente en santé et ce n'est pas lié au Covid en particulier. Alors, évidemment, le Covid dit qu'il y a perte de chance pour tous ceux qui ne sont pas Covid, mais sur notre territoire, par exemple, et je précise des choses très concrètes, sur notre territoire, on a tous les ans, sur 800 000 habitants, 3300 personnes qui meurent prématurément. Ces 3300 personnes, c'est des gens qui meurent avant 65 ans. Ce n'est pas des tout vieux qui vont mourir parce qu'ils sont trop vieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui meurent sur ce département du Nord que sur la route pour 67 millions d'habitants. D'accord? Personne n'en parle et il n'y a pas que notre département, beaucoup de départements sont touchés. Donc, il y a une perte de chance dans la structuration même de notre système de santé tel qu'il fonctionne tous les jours depuis des dizaines d'années. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait le Covid? Finalement, le Covid n'a fait que mettre en évidence de façon évidente, enfin, de façon absolument incontournable pour tout le monde qu'on avait un système qui ne fonctionnait pas. En fait, ça fait longtemps qu'il ne fonctionne pas. Les ALD, ça fait longtemps. Donc, je ne reviens pas sur un certain nombre d'éléments. La stratégie qu'on mène depuis longtemps, enfin depuis 2 ans et demi en tout cas, ça fait longtemps, hein, dans l'époque qu'on vit, 2 ans et demi, c'est quasiment l'âge des cavernes, c'est de trouver la capacité d'investir avec des startups. D'accord? Donc, nous, quand on accueille des startups, on met en place un partenariat qui permet, nous, d'y investir des compétences, du temps, du matériel, etc., etc. Et les startups emmènent leur savoir-faire. Et donc, on fait un partenariat autour de ça. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans la culture même, non seulement de Valenciennes, mais maintenant du GHT. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, on crée des équipes qui sont des équipes hybrides entre les équipes de l'hôpital, c'est essentiellement Valenciennes, et les équipes de la start-up. Ça veut dire que dans notre équipe de système d'information, et c'est peut-être une voie pour les autres hôpitaux, je ne parle pas des CHU, mais on peut imaginer que certains CHU sont concernés par ce que je vais dire. Il faut absolument que les personnes qui s'occupent d'informatique à l'hôpital s'intéressent au développement, s'intéressent à la complexité de ce que veut dire une donnée pour l'IA demain, s'intéressent à la complexité des structurations des systèmes d'information, je l'ai dit tout à l'heure, de l'hôpital jusqu'à la maison et retour, hein, avec tous les intermédiaires, y compris pour ceux qui rentreront jamais dans l'hôpital, je l'espère, et en particulier, et Enguerrand l'a souligné, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important, et c'est un sujet qui est très peu débattu, parce que c'est le jour où on débattra de ça, je pense qu'on aura un vrai sujet qui va durer longtemps, c'est la psy. Hein, on a, sur l'ensemble de la France, une désertification totale des prises en charge de psycho et de psychiatrie. Et donc, on est véritablement dans ce domaine-là, on est dans un monde qui est à découvrir. Hein. Je pense que quand on mettra en place un certain nombre de solutions, on s'apercevra à quel point on était loin d'avoir le minimum de solutions. Et en ça, la responsabilité de l'hôpital, c'est de revenir à une notion qui est connue depuis longtemps, à laquelle tous ici autour de la table, on travaille depuis longtemps, finalement, c'est le parcours du patient, et le parcours du patient compris dans son entièreté. C'est-à-dire, je pars de chez moi, je reviens chez moi, et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ben, il se passe une petite étape de quelques jours à l'hôpital, de plus en plus courte, et puis d'autres étapes, alors ça peut être de la rééducation, des EHPAD, etc., etc. Donc ça veut dire que
il faut il faut développer les équipes sur la coopération et la coélaboration avec les startups et en même temps s'intéresser au parcours du patient parce que chaque solution numérique doit participer à une chaîne de valeur numérique dont l'admission, dont le flux des urgences, dont la surveillance du pacemaker à la maison. Merci. Chara, de ton côté, dans ton portefeuille de start-up, c'est quoi les éléments qui sont mis en place là, pour juste l'après-crise, pour justement répondre à ces besoins de collaboration? Oui, donc il y a plusieurs choses en fait. C'est vrai que nous, notre métier, c'est de pouvoir identifier, en fait, anticiper un marché, de voir comment il se dessine. Et il est en train de se dessiner et de construire du coup, au moins sur le papier, le chemin critique et de voir en fait où sont les blocages, les freins pour que cette innovation se développe. Et donc, et l'échelle temps est extrêmement importante. Il y a l'échelle temps d'aujourd'hui. Et il y a l'échelle temps, évidemment, de l'après-crise. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est décharger l'hôpital, libérer du temps médical, absolument. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle est clé. Et on a investi dans Incepto, qui est, en fait, de l'intelligence artificielle en imagerie pour détecter les signaux faibles et dans les maladies chroniques ou autres, et qui peut jouer, en fait, qui joue aujourd'hui un rôle important dans le tri des patients, notamment en fait pour tout ce qui est lésions pulmonaires. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a aussi en fait tout ce qui est parcours digitalisé. En fait, demain, on regarde ça aujourd'hui parce que demain, ça va être quelque chose d'important. Il y a des ouvertures aujourd'hui et il faut absolument en fait qu'on puisse poursuivre. Donc, ça va être une verticale Covid, mais une verticale onco, autre, etc. Mais tout ce qui est en fait suivi à domicile et a de la valeur. Mais ce qui nous importe aussi dans l'après-crise, c'est d'aider en fait les établissements de santé à générer du revenu. Ça va être un réel sujet. Donc il y a tout ce qui est suivi de patients et le soin de ces métiers de base, mais générer du revenu va être quelque chose d'important pour les établissements de santé. Et alors, on a fait un investissement dans Invinvox et on est très fiers. Et je pense que ça va être une solution qui va pouvoir aider en fait à générer ce revenu-là, donc monétiser la formation, qui est en fait les médecins sont une source en fait d'expertise extraordinaire, donc qui est monétisable dans le monde entier. Ça c'est une des choses, mais la donnée patient, même c'est la partie en patient, même si en fait l'hôpital est en lien avec le Health Data Hub pour pouvoir en fait formaliser tout ça, est une source de revenus qui est incontestable et extraordinaire qu'il faudra pouvoir exploiter. Donc nous on y croit énormément, voilà. En fait, je pense que l'hôpital en fait ils ont le nez dans le guidon aujourd'hui parce que c'est extrêmement, il y a une urgence là qui est monstrueuse, mais il faudra les aider, les accompagner sur la suite et à gagner en vision. Et les startups et les investisseurs aussi peuvent jouer ce rôle d'accompagnement à la transformation finalement stratégique sur le après. Alors là, Chara, justement, tu te projettes sur qu'est-ce qu'on va faire après. Cette question de la donnée, effectivement, elle apparaît comme étant assez centrale. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel les hôpitaux sont à l'aise, peut-être Enguerrand? Je voudrais juste rebondir sur les revenus des établissements. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, parce que là, on a parlé de développer un peu des nouvelles activités ou de valoriser la compétence médicale. Il y a tout ce qui est autour de l'innovation frugale, qui rapporte beaucoup d'argent en fait. Un établissement, c'est une très grosse organisation. Ce qu'il faut voir, généralement, c'est le plus gros employeur d'une ville. Pour vous donner un peu la taille d'un établissement d'un point de vue organisationnel et sa complexité. C'est d'ailleurs une des structures les plus complexes après la centrale nucléaire. Et donc, il y a beaucoup d'innovation frugale à faire. Il y a beaucoup d'optimisation en fait de son efficience organisationnelle. Et ça lui permet en fait de générer des revenus. Et là-dessus, les startups, en apportant un œil nouveau,
en travaillant avec les usages. Bernard a dit quelque chose qui était extrêmement important et c'est une démarche qu'ils ont à Valenciennes et qui est extrêmement intéressante. C'est bien évidemment de travailler en collaboration. On voit énormément de startups qui viennent nous proposer des trucs dont on n'a pas besoin en fait. Malheureusement, c'est un des fondateurs qui a vécu un truc et donc il en a fait une startup pour que plus jamais personne ne le revive, sauf que ça arrive une fois tous les 1 million de fois et donc toutes ces startups-là, on n'en a pas besoin. Par contre, on a énormément de besoins et donc venez dans les établissements, venez travailler avec les établissements, vous ferez des produits où voilà, la nécessité du besoin sera déjà réglée et après, tout ce qui est innovation frugale, c'est extrêmement important. Et tout ce qui est innovation frugale, c'est des coûts extrêmement rapides en fait pour l'établissement. Et donc, ça lui permet en fait de développer après d'autres marges de manœuvre pour continuer à faire des choses. Il y a moins d'investissement à faire que de développer une nouvelle activité. Donc, moi, j'invite vraiment les startups à essayer de trouver des business models qui font que, en fait, ils deviennent frugaux, quoi. C'est-à-dire utiliser cette startup-là, et ben, au final, l'établissement dépense moins d'argent. C'est pas une nouvelle activité, c'est pas un investissement à faire, c'est vraiment en fait améliorer son efficience organisationnelle et d'autres efficiences pour libérer en fait de l'argent, en donner une partie à la startup qui a permis de faire ça et pouvoir investir le reste dans d'autres activités, quoi. Et sur votre question, c'était ma question, c'était les données. Alors les données, c'est un vaste sujet. Déjà, la qualité de la donnée est généralement pas très bonne. C'est un peu, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, on nous demande de faire de l'intelligence artificielle, alors que les systèmes d'information hospitaliers, c'est pas du Minitel, mais bon, c'est relativement catastrophique. On travaille avec de la donnée qui est de mauvaise qualité, qui est faite pour de la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que la donnée que je génère dans un établissement, c'est de l'information je la mets en structure et pour créer de l'information, et cette information, je vais la diffuser à un autre être humain. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'elle soit interprétable par des algorithmes, c'est qu'elle soit interprétable par des autres êtres humains. Ce qui fait qu'en fait, on a de la donnée qui est non structurée, non standard et très souvent incomplète, puisque c'est de la communication interpersonnelle, c'est-à-dire que je ne vais transférer que l'information que j'ai envie de transférer. Et puis, on a parlé du champ de la psychiatrie. En psychiatrie, c'est même encore pire que ça. Donc, c'est un peu un grand mythe pour l'instant, la donnée qui permettrait de faire tout un tas de choses. Je pense qu'il y a énormément de zones d'efficience à faire sur plein d'autres secteurs. Après, on a des données où, forcément, quand c'est de l'imagerie ou des choses comme ça, c'est des données qui sont produites par des dispositifs numériques. Donc là, la donnée est directement exploitable, mais par exemple, la donnée des comptes rendus de consultation, des choses comme ça, un compte rendu de consultation, chacun a sa sémantique. Bien évidemment, c'est du texte, donc c'est non structuré. Et en plus, on y met que l'information qu'on a envie de communiquer, donc c'est d'assez faible qualité. Donc, si vous avez des solutions sur la valorisation de la donnée, je pense que la première brique qui peut intéresser les établissements, c'est tout ce qui va être la structuration même de cette donnée. Comment on améliore en fait la qualité de la donnée générée d'un point de vue structure, standardisation et complétude. Alors, nous, on travaille avec plusieurs hôpitaux sur ce sujet. On a créé une chaire sur le bloc opératoire augmenté, d'ailleurs, que Medtronic va normalement nous rejoindre. C'est un sujet sur lequel on travaille. On le travaille sur la chirurgie, mais c'est une nécessité sur énormément de sujets. Donc, avant de pouvoir faire des choses avec la donnée, déjà, si vous avez des solutions qui permettent d'améliorer la qualité de cette donnée, ça sera déjà une plus-value. Et à partir du moment où on aura créé cette base en fait, de données de très bonne qualité, on pourra faire d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, dans le Health Data Hub, on y a notamment d'abord mis les données du SNDS, donc du SIGRAM, qui sont déjà des données en fait codifiées, donc facilement interprétables par des algorithmes, là où nous, on possède essentiellement à 80% de la donnée textuelle, qui est beaucoup plus difficilement exploitable. Il y a une des questions là qui évoquait la coopération avec les ARS pour avoir une vision plus globale. Est-ce que c'est un sujet, peut-être Enguerrand, Bernard, sur justement cette question de la collaboration à grande échelle avec l'ensemble des acteurs qui est appelé par chacun et dont on voit bien qu'effectivement c'est un sujet clé post-Covid. Je dirais ça dépend des ARS. En fait, il y a des ARS qui se sont structurés pour travailler sur l'innovation. Il y a des ARS qui sont plus ouvertes que d'autres.
Le principe d'une ARS, c'est qu'elle est régionale et donc par région, on va avoir des comportements et des opportunités qui sont différentes. Après, c'est un vrai levier si on veut travailler sur le parcours patient. Parce que comme Bernard l'a dit, le parcours patient, il prend un petit épisode à l'hôpital, l'épisode est de plus en plus petit. Après, l'hôpital peut jouer un rôle de gestionnaire de la santé des populations vivant sur son territoire avec une approche en responsabilité populationnelle plutôt qu'en offreur de soins. Mais aujourd'hui, l'ARS peut être un acteur intéressant. Et puis en plus, aujourd'hui, les ARS, elles ont des dispositifs comme l'article 51 ou d'autres fonds qu'elles peuvent mobiliser. Mais ça dépend vraiment de la région et de l'ARS en fait. Je fais un complément à ce qu'a dit Enguerrand, puisqu'il parle d'article 51. Donc, nous, on est engagé dans trois expérimentations article 51, le cancer du côlon, la prothèse de hanche, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou. Et donc, l'article 51, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une prise en charge globale du patient, c'est-à-dire il y a l'épisode de soins dans lequel un certain nombre d'intervenants, médecins ou pas médecins, interviennent pour servir le soin, en quelque sorte. J'ai mal à la hanche, on me met une prothèse, voilà, ça part de j'ai mal à la hanche, première consultation, jusqu'à je remarche bien avec ma prothèse. D'accord ? Et tout cet épisode-là est pris en charge et on verse une somme forfaitaire que l'on redistribue en fonction des intervenants, en fixant évidemment le niveau d'intervention qu'ils doivent avoir. Donc, ça c'est un élément important. L'hôpital, aujourd'hui, on en avait parlé avec Enguerrand à un moment, il y a comme un changement de paradigme, en fait. Alors, le Covid est venu, en plus, accentuer ça. C'est que les niveaux de décision que l'on trouve soit dans les ARS ou soit dans les grandes structures universitaires sont pardon, pas les niveaux, mais le temps de décision sont des décisions longues et complexes. Ce qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre sur les territoires. Et du coup, les GHT ont donné une espèce d'élan de ce point de vue. Et nous, on a profité de cet élan et de cette forme d'autonomie qu'on avait pour développer ce qu'on pensait être nos points forts, en quelque sorte. Et du coup, on voit avec l'IA en particulier, je reparlerai des données à un autre moment, avec l'IA, on voit bien que être un acteur je mets en place quelque chose de concret pour le faire fonctionner et qu'on s'en serve, des usages, ça a vraiment du sens. Et ça pousse autant que je réfléchis à des problématiques, je mets en place des PHRC, des projets de recherche, de grands projets de recherche, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de convergence du terrain, en quelque sorte, et de la pensée, académique. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de neuf. Ça ne s'était pas vraiment produit avant, même s'il y avait des conventions des gens. Aujourd'hui, un phénomène un peu plus important, je pense. Si je peux juste faire une intervention sur ce point-là, je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais qui est très, très important, c'est confiance. Et si on veut augmenter le niveau de collaboration avec l'ensemble des acteurs, et nous, on se définit comme des agitateurs en santé parce qu'on assume être un acteur de santé comme toutes les personnes, une grande partie de ceux qui sont en train de poser des questions sont des acteurs en santé. Si on arrive à mettre de la confiance, on fait plein de choses. Moi, je suis Valenciennes, même sur les réseaux, parce que je trouve tout ce qu'ils font, c'est assez formidable. Mais on a aussi réussi à mettre des partenariats sur les parcours patients et où il y a de la digitalisation, avec aussi des CHU. On a Amiens, on a Rouen, on a aussi des cliniques, on a l'IMM. Et la confiance, elle est centrale. Et au lieu d'opposer, parce que même là, entre nous, on disait comment la start-up peut travailler avec l'hôpital. En fait, si on se retrouve dans une collaboration où on a un certain nombre d'acteurs avec chacun leur expertise, en fait, tout le monde, avec la confiance, va se soutenir. Et c'est quoi le risque, en fait, d'un CHU ou d'un centre ou d'un GHT ou d'une ARS de travailler avec une start-up s'il y a aussi un grand groupe et que chacun a son rôle à jouer? On diminue ce niveau de risque et on augmente le niveau de croissance. Donc, je pense que sur l'aspect partenariat, comment on renforce en fait la collaboration, on peut résoudre un grand nombre de points. Et c'est la même chose pour les données, en fait. Alors, si on se projette justement à long terme, à long terme, en tout cas peut-être à un an par rapport aux évolutions qu'on souhaiterait voir venir, ce côté confiance collaborative, on voit bien qu'il est clé.
qu'est-ce qu'un grand groupe peut faire concrètement justement pour que cette collaboration avec les startups se fasse de façon sécurisée? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes que mène France Biotech, par exemple, il y a quand même une certaine tension et le sentiment que la collaboration n'est pas toujours facile parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et même les façons de prendre des décisions, le timing. Comment ça peut se traduire concrètement? Alors, j'allais dire que nous, c'est déjà le travail qu'on faisait avant. On a mis en place une structure qui s'appelle IHS, Integrated Health Solution. Et vraiment, le principe, c'est de travailler en partenariat, avec la confiance, avec le plus grand nombre d'acteurs possible. C'est dans ce cadre-là aussi, on a par exemple un article 51 sur l'obésité. Je pense que ce que peut apporter le grand groupe, c'est la structure. Et à la fois, j'allais dire, tant à l'hôpital, peu importe que ce soit un CHU ou pas un CHU, à la start-up. Je vais donner des exemples. On parlait par exemple de téléconsultation, de support technique. Jusqu'à présent, le support technique, il était très traditionnel. C'était nos équipes qui prenaient leur voiture, qui allaient à l'hôpital. Et bien, comment est-ce qu'on peut s'assurer, par exemple, qu'on fasse un support technique plus efficace avec une start-up? Donc, je vais prendre par exemple, il y a des start-up qui ont un système de lunettes. Donc, évidemment, si l'hôpital travaille tout seul avec la start-up, ça peut être un peu compliqué. Si on travaille tous ensemble, eh bien, on va pouvoir penser la formation différemment, la mise à disposition différemment, la contractualisation différemment, et on va pouvoir adresser plus de patients. Une autre idée aussi sur laquelle on est en train de travailler, on est en train de parler du manque de produits hypnotropes. Eh bien, il y a aussi des lunettes qui permettent de travailler en hypnose. Là aussi, pour un centre, ça peut être compliqué tout seul de travailler. Par contre, si on travaille tous ensemble sur des thérapies, donc nous, on a pas mal de thérapies cardiaques où c'est tout à fait légitime, eh bien, on peut aussi travailler sur ce type de solution extrêmement rapidement. C'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec Dipsen, où nos équipes vont travailler avec eux, mais surtout, on va laisser la start-up avec tous ses avantages. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de le faire, c'est de vouloir transformer les start-up en produits intégrés dans des grands groupes. Ça ne marche pas. C'est pour ça que les start-upers veulent rester des start-upers. Et il faut qu'ils restent des start-upers. Et le grand groupe, il a des avantages. La start-up a des avantages. L'hôpital a des avantages. Et il faut que chacun garde sa spécificité, mais chacun travaille ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, en confiance. Et c'est comme ça qu'on pourra ramener de la digitalisation, tant à l'hôpital que dans les parcours de soins. C'est comme ça qu'on pourra amener des solutions différenciantes et surtout, je pense que c'est comme ça qu'on pourra réussir peut-être à sortir un peu de l'environnement très négatif en ce moment qui est comment on va faire pour soigner tous ces patients qui n'ont pas été soignés. On ne va pas réussir à le faire si on veut le faire de la façon traditionnelle. Ça ne peut pas passer. On ne peut pas avoir des équipes qu'on va multiplier, on ne va pas pouvoir être à 2 places à la fois. Par contre, avec des moyens différents, avec des moyens digitaux, avec des patients qui viennent avec l'hôpital, avec des patients qui iraient chez eux, avec des patients qui seront chez les services, les prestataires de services, là, si on pense solution et si on pense différent, on va pouvoir y arriver. Et je pense que c'est la structure qu'on est capable de mettre en fait dans ce type de projet, tous ensemble. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a la valeur ajoutée en fait des grands groupes pour les startups et pour les hôpitaux. Donc, pour les patients, si je peux finir là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la valeur en santé. La valeur en santé, c'est quoi? C'est le résultat qui importe aux patients. Et en fait, on ne peut être une start-up qui va survivre, on ne peut faire de la donnée que si on travaille sur qu'est-ce qui est important pour le patient. Chara, est-ce que toi, tu vois des évolutions dans la façon de coopérer entre start-up et grands groupes par rapport aux entreprises que tu suis, aux start-up que tu suis? Et est-ce que, parce que pour répondre aussi à une question, il y a des questions sur est-ce que BPI France va mettre en place des outils particuliers pour aider financièrement les start-up de ce secteur qui apportent des réponses justement sur l'ensemble de ce parcours patient? Ah, je crois que tu n'as pas remis ton micro. Oui, en fait, ça appelle beaucoup de choses, enfin, toutes ces discussions, et la santé numérique, en fait, vient agréger les particularités qu'on a évoquées. C'est une typologie d'innovation qui est extrêmement différente, en fait, des autres secteurs.
parce que c'est un marché neuf aussi, parce que tout le monde apprend un peu en même temps, et il y a quelque chose en fait qui vient cristalliser encore. J'utilise ce mot parce que en fait le Covid-19 vient créer du lien, parce que on est tous en quête de sens. Il y a une transformation du système de santé vers lequel il faut qu'on aille, et voilà, on est un peu en fait sensible à tous ces sujets. Nous, en fait, dans ce domaine, ce qu'on voit, c'est qu'on est en fait des commerçants en fait de l'innovation et de la courbe d'expérience. Et on vient en fait très tôt dans l'œuf rapprocher des mondes en fait qui se parlaient pas. On qualifie des innovations, on va en fait proposer à des acteurs de venir co-investir avec nous, ou bien en fait juste s'intéresser à ces innovations pour voir ce qu'ils en pensent. Et parce qu'on a besoin de leur feedback, et ce sont des acteurs industriels, parce qu'on a besoin de leur feedback pour progresser et toujours, en fait, préciser ce fameux chemin critique qui est le nerf de la guerre. Et là, en fait, il y a des rencontres qui sont formidables parce qu'on se retrouve à faire des co-investissements avec des acteurs dont on ne pensait pas, en fait, qu'il était possible, parce que ils ont besoin de ces innovations pour eux-mêmes se transformer, ou bien en fait des contrats en fait commerciaux pour leur business de tous les jours. Donc c'est un autre modèle en fait de financement de l'innovation qui est de rapprocher très tôt en fait dans l'œuf à la fois en fait les acteurs qui tirent le marché, ceux en fait qui sont dans la deep tech tous les jours, et le monde de l'usage. Donc, ces trois composantes associées, en fait, font que la solution peut voir le jour. Et nous, on est au milieu parce qu'on apporte cette confiance, on apporte l'argent. Donc, c'est quand même important d'avoir, en fait, une pérennité de ces solutions pour que, du coup, tout ça se développe. Et voilà. Donc, tout ça animé par la quête de sens fait qu'on peut trouver, en fait, un modèle assez tôt de coopération pour rassurer tout le monde, qualifier les innovations, créer en fait des chemins critiques qui soient faisables pour provoquer le changement d'échelle de ces innovations dont on attend tous en fait l'aboutissement pour participer à la transformation de notre système de soins. Si on se mobilise pas, je vais faire en fait ma patriote. Il se trouve qu'à un moment donné, les hôpitaux vont avoir vraiment besoin de solutions, non pas en fait pour se transformer, c'est-à-dire l'heure viendra, et ce seront en fait des solutions étrangères qui vont en fait dépasser le tissu français. Donc il y a aussi une espèce de responsabilité qui dit que bon, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, on prépare demain, mais il faut avoir conscience qu'il faut aller vite et que le système de coopération qu'il faut pouvoir mettre en place, c'est maintenant qu'il faut le dessiner. Merci Chara. Ça reboucle avec une question. Là, c'est la question qui a le plus de likes. C'est celle des collaborations entre start-up et hôpitaux et avec les problèmes de lourdeur administrative pour justement pouvoir mobiliser ces solutions alors qu'elles sont en train de se développer et donc non pas d'attendre que finalement il y ait des solutions clés en main, construites et bien finalisées et maîtrisées par des acteurs qui seraient des acteurs étrangers, non européens et qui viendraient les imposer. Donc, qu'est-ce qui concrètement aujourd'hui est mis en œuvre pour alléger ces dispositifs d'achat public et d'achat public coopératif ou de coopération en fait sur des solutions qui ne sont pas encore finalisées? Il y a les centrales d'achat. Quand on a travaillé avec les startups, on s'est aperçu d'une chose, c'est que la plupart ne connaissent même pas l'existence des centrales d'achat public. Dans la communauté hospitalière, vous en avez trois, hein, le GAP, le RESA et UniAchat. Une fois que vous êtes référencé, alors ils n'aiment pas ce terme de référencement, mais une fois que vous êtes dans une centrale d'achat, déjà les marchés publics, c'est beaucoup moins difficile. Et en plus, c'est un facteur confiance que Laurence a dit sur la confiance, c'est essentiel. Ce qu'il faut comprendre dans le domaine de la santé, on dit souvent que c'est un domaine qui est réglementé, mais en fait non, c'est un domaine qui est régi uniquement par la confiance et la réglementation n'est qu'un élément de la confiance. Et donc, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand vous co-créez avec des établissements, déjà, vous pouvez bénéficier de la confiance qu'on donne à cet établissement, que la confiance que les autres établissements en fait, donnent à cet établissement ou à ses équipes. Et du coup, vous récupérez cette confiance. Les centrales d'achat, c'est aussi un facteur confiance.
faut savoir que les centrales d'achat, notamment le RESA et UniAchat, c'est des choses qui sont gérées par les établissements eux-mêmes, qui en sont en fait adhérents, et donc elles ont un capital confiance qui est énorme. Après, vous avez différents groupements d'intérêt public aussi, je pense notamment au CIB ou au MIPI, qui sont aussi des facteurs de confiance, parce que c'est des sphères déjà hospitalières, en fait, et en collaborant avec ces organismes-là, ben, vous bénéficiez en fait de leurs facteurs de confiance. Et puis, c'est des gens qui connaissent très bien les processus administratifs et toutes ces choses-là. Donc, ils peuvent aussi vous accompagner là-dessus. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un établissement, sa toute première mission, c'est de faire du soin. Et donc, forcément, il met l'essentiel de ses ressources et de son énergie sur le soin. Donc, quand vous arrivez vis-à-vis d'un établissement, plus vous faites de travail à sa place, et on a discuté avec beaucoup de startups qui nous disaient, mais nous, on a pratiquement rédigé le marché public. Et c'est une technique, mais ça fonctionne en fait. Plus vous faites le travail en fait d'un établissement, plus vous aurez de chances de collaborer avec lui. Et je reviens sur le management du changement. Le déploiement, c'est une chose aussi qui est essentielle. C'est bien de vendre sa solution, mais l'établissement ne sera satisfait que si elle se déploie en son sein. Et aucune solution ne se déploie naturellement comme ça d'un coup d'un seul. Donc la formation, tout cet accompagnement au management du changement, c'est aussi des choses qui sont importantes. Quand on a questionné les startups, la question du marché public comme problématique ne revenait qu'au troisième niveau. Après les lourdeurs, en fait, les inerties en fait dans les prises de décision et dans l'exécution du partenariat, ces inerties, si vous avez un facteur confiance, l'établissement va vous confier le maximum de choses à faire et assumer ça. Et après, travaillez établissement par établissement, puis grossissez, puis prenez des nouvelles personnes, mais ne négligez jamais en fait que la partie déploiement, la partie management du changement. Une fois que vous avez négocié, qu'on sait que votre truc il est intéressant, pour qu'il se déploie et puis que ça passe à la contractualisation, mais forcément, il faut la confiance. Donc, la confiance, elle s'acquiert soit en ayant travaillé avec d'autres établissements, soit en ayant co-conçu avec des établissements, soit en ayant prouvé sur le terrain où je dois gagner la confiance que mon truc, il fonctionne. Et tout ça, c'est forcément du management du changement, c'est forcément du temps. C'est sûr que dans le temps, le start-up, ce n'est pas le même que le temps hospitalier, mais en même temps, pourquoi on a besoin de beaucoup de confiance? Parce que là, on a la vie des patients, en jeu. Mais si vous voulez gagner du temps, aller chercher la confiance, moi je vous dis, il y a deux types d'acteurs qui sont clés. Les centrales d'achat, parce que déjà les marchés publics et tout ça, c'est accéléré. Et en plus, c'est déjà des acteurs des sphères hospitalières. Donc forcément, ils font confiance. Si vous êtes référencé au RESA, si vous êtes référencé à UniAchat, et en plus, c'est des acteurs qui vous accompagnent dans les business models et dans toutes ces choses-là. Vous êtes référencé à l'UGAP, c'est déjà un facteur confiance qui est énorme, parce que vous avez sur la section achat une confiance. Et puis après, vous avez différents groupements d'intérêt public qui travaillent sur le numérique, comme le MIPI ou le CIB, qui sont déjà des distributeurs de solutions, donc ont déjà la confiance des acteurs. Vous pouvez bénéficier de ces plateformes-là pour distribuer vos solutions, mais vous pouvez aussi co-construire avec eux pour bénéficier du facteur confiance qu'ils ont déjà. Et l'administratif, alors oui, il y a tout l'administratif sur les essais cliniques et toutes ces choses-là, mais ça, les grands groupes, ils passent aussi. Alors, associez-vous avec des grands groupes, mais attention, grand groupe, c'est comme ARS. C'est différent pour chaque ARS, c'est différent pour chaque grand groupe. Il y a des grands groupes qui sont vraiment dans la collaboration, il y a des grands groupes qui sont dans la communication. Genre, je m'entoure de start-up pour dire, regardez, j'innove. On va dire un truc à tester qui est intéressant, c'est si le grand groupe est un de vos clients, c'est vraiment qu'il vous fait confiance. Voilà, ça c'est un vrai truc. Mais voilà, moi, c'est ce que je dirais, le facteur confiance. Florence a soulevé ce sujet, il est essentiel. Et si vous avez, il y a plein d'acteurs pour aller le récupérer. Et une fois que vous avez ça, vous verrez que tout va beaucoup plus vite. Et les lourdeurs administratives et toutes ces choses-là ne seront que des détails. Donc, j'entends qu'effectivement, on a intérêt à conseiller aux startups de se rapprocher des centrales d'achat. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a ce sujet de l'accompagnement au changement, mais ce n'est pas forcément toujours facile pour une startup toute seule, qui a une solution technologique ou d'IA ou numérique, de faire cet accompagnement au changement dans des grandes infrastructures publiques que sont les hôpitaux, avec toute leur complexité, la culture de leur personnel, etc. Donc là-dessus,
là où je pense qu'il y a beaucoup de coopération, on ne peut pas leur transférer les choses, elles ne pourront pas le faire toutes seules. Peut-être que c'est un enjeu de coopération aussi avec les grands groupes, peut-être aussi que les hôpitaux ont intérêt à se doter d'outils d'accompagnement du changement. Et puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, je vois qu'il y a une question qui revient un certain nombre de fois, qui est le sujet de la transformation des directions informatiques. On en a un petit peu parlé au sein des hôpitaux. Est-ce que là, il n'y a pas aussi pour l'avenir à prendre en charge ces transformations pour que les directions informatiques soient aussi des partenaires de la transformation pour les startups? En fait, ce qu'il faut voir quand on aborde un établissement, on l'a vu, nous, il y a plein de startups qui avaient des solutions SaaS et qui nous disaient, mais on ne comprend pas, la DSI est un obstacle, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux, puisque notre truc est accessible directement à travers le web, et donc on n'a pas besoin de se connecter. Ce n'est pas du tout comme ça que les établissements voient les choses. Le directeur des systèmes d'information, c'est le référent numérique d'un établissement. Que vous soyez sur les systèmes d'information d'un établissement ou pas, que vous ayez votre plateforme en SaaS, c'est lui qui va être sollicité à chaque fois. En fait, c'est vers lui que tout le monde va se retourner pour prendre des décisions sur le numérique. Donc, quand vous abordez un établissement, c'est une des premières personnes que vous devez aller voir. Si vous n'avez pas été la voir et qu'en fait, on lui transfère le dossier, généralement, ça peut être mal vu. Donc, c'est un des premiers acteurs à aller voir. En fait, il faut toujours identifier, mais ça, on a fait dans le guide hôpitaux startup là qu'on va sortir, on a fait une cartographie de tous les acteurs qui sont importants en fonction des types de solutions que vous avez. Et donc, ça permet un peu de savoir voilà, qui il faut aller voir. Mais si vous faites de la santé numérique, que votre solution elle soit en SaaS ou qu'elle soit sur le système d'information de l'hôpital, il faudra passer par le directeur des systèmes d'information. Après, vous avez la même analyse, hein, la transformation des SI, parce que ce sujet, oui. Justement, aussi en même temps que les SI se transforment pour que ces solutions puissent être implantées. Oui, en fait, ce dont on parle là, c'est comment on prend une décision et comment on la met en œuvre dans un hôpital au-delà des SI. Mais les SI, évidemment, là, sont concernés en première ligne. Moi, j'ai créé à Valenciennes, il y a 2 ans, une cellule méthode et projet. Alors, pourquoi faire? Juste pour professionnaliser la gestion des projets. C'est-à-dire savoir comment et pourquoi on décide, et une fois qu'on a décidé, savoir pourquoi et comment on met en œuvre, et est-ce qu'on respecte le tableau de mise en marche. Donc, ça a l'air de rien, mais ça a complètement structuré l'arrivée d'une idée innovante ou d'une proposition innovante à l'intérieur d'un hôpital qui fonctionne depuis des années, des dizaines d'années, et ça structure aussi l'idée de décision. C'est-à-dire, comment on instruit la décision, maîtrise d'ouvrage, et comment on la met en œuvre, et comment on s'assure que la mise en œuvre tienne bien compte des éléments de décision. Parce que ce qui se passait précédemment, ça se passait très bien, sauf que une fois que la décision était prise, chacun tirait son fil. Moi, je fais de la logistique, moi, je fais des SI, etc., etc. Donc, premièrement, mettre en place des process qui soient des process transversaux de décision et de mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout en étant médecin, je suis radiologue, mais bon, je suis un radiologue pas très technicien, moi, donc je suis plutôt médecin. Donc, je dirige une direction d'innovation et transformation dans laquelle j'ai intégré cette structure-là, avec la direction de la qualité, parce que c'est aussi la qualité, c'est sécurité pour le patient et ça nécessite qu'on se projette aussi sur le territoire, etc. Avec aussi une partie de la direction des finances, etc. Parce que, bon, on a des revenus et il faut dépenser l'argent. C'est ça. Donc, moi, j'ai cette direction aujourd'hui. Je ne crois pas que ça existe dans beaucoup d'endroits en France, mais c'est très utile. Pourquoi? Parce que quand je veux discuter avec les DG, ou quand je veux, j'en ai 3, bon, enfin, j'en ai un DG, mais 2 DGA, donc ça fait 3 personnes assez puissantes, et puis de tous les médecins qui sont chefs de pôle, etc. Et quand j'ai besoin de mener des discussions, si je ne suis pas structuré, si je n'ai pas une équipe derrière moi qui a compris où on va, et si elle ne fait pas tous les jours le boulot, alors le boulot de fond de mine, c'est pas glorieux, on n'a jamais les médailles. Par contre, on est toujours là en soutien pour apporter de la méthode, des outils, etc., etc. Donc, ça, c'est une vraie problématique à l'hôpital. Pour revenir sur notre discussion-là, je suis entièrement d'accord avec Enguerrand, il n'y a pas de sujet IT, quel que soit sa teneur, qui ne passera pas par un directeur de système d'information. Donc, si vous avez une information à envoyer, c'est à lui qu'il faut l'envoyer, mais pas que.
parce qu'il y a des directeurs de la stratégie, etc. Donc, j'imagine que dans votre arbre de décision, vous avez tout mis, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Il y a effectivement des circuits. En ce qui concerne les achats, tu as cité les centrales d'achat, il y a aussi des modalités de mise en œuvre pour acheter de la mise en œuvre, par exemple avec des startups, parce qu'il y a des contrats d'achat qui sont, comment dire, des contrats un peu, pas sélectifs, le mot ne me vient pas, un peu exceptionnels. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien signer avec une startup si on a un besoin particulier qu'on arrive à identifier, si on défend son besoin, si on dit que ce que la startup nous propose correspond à notre besoin et qu'on a besoin d'acheter la prestation de cette startup éventuellement parce qu'on veut démontrer que notre besoin, on va y satisfaire avec ça, on peut signer un contrat. Alors, il faut être dans les règles, mais ça existe. C'est-à-dire que dans la panoplie des achats publics, il n'y a pas que les gros trucs hyper mammouths, il y a aussi des petits trucs comme ça. Et quand vous avez un directeur des achats, nous, on a une directrice des achats qui est très embêtante, mais qui est très experte. Et donc, du coup, à chaque fois, elle nous dit « Ah, mais j'ai un truc, là, regardez, paf !» Et finalement, on y arrive, quoi. Voilà. J'ai une question pour vous là sur l'accélérateur de Medtronic. Ils sont un certain nombre à demander si vous accueillez de nouvelles startups dans votre accélérateur cette année. C'est peut-être l'occasion de dire justement que cet accélérateur, vous projetez dans l'évolution de la société post-Covid et par rapport à tous ces besoins qu'on a évoqués. J'ai vu cette question qui m'a fait plaisir pour l'intérêt en fait d'y rentrer. Cet accélérateur, il vient surtout d'un projet qu'on avait mis en place il y a 3 ans dans la société, qui était un projet collaboratif et digital auquel peu de personnes croyaient. Et notre actuel, j'allais dire, responsable de l'innovation, qui est Antoine Groheux, et que je remercie, a fait preuve, j'allais dire, de beaucoup d'imagination pour amener déjà les équipes internes à collaborer ensemble, collaborer après à l'extérieur, jusqu'à mettre en place en fait cet accélérateur. Oui, j'espère sincèrement qu'on pourra y intégrer de nouvelles startups dans les mois qui viennent, mais je pense que déjà l'important c'est de faire un bon travail pour revenir à ce que disait sur Enguerrand tout à l'heure. Notre idée, on fait pas ça pour la com, on fait pas ça parce que ça fait bien en ce moment. Nous, on est clairement des agitateurs avec des prises de position et des prises de position personnelles, quitte à faire trembler quelques personnes autour de cet écran. J'assume d'être une patronne française, même si je travaille pour Medtronic, j'ai mis 350 personnes. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec les startups, à trouver les solutions et avec l'ensemble des acteurs, comme je l'ai déjà dit. Et je pense qu'il faut bien faire les choses. Faisons-les déjà bien avec celles avec lesquelles on travaille, et que ce soit, on l'a vu, sur le support à distance, sur l'hypnothérapie, sur la téléconsultation. Il y a énormément de choses à mettre en place. J'ai bien aimé aussi le point d'Enguerrand qui est on voit si c'est un bon groupe, s'il travaille avec les startups. Donc, ça fait partie aussi, quelque part, de notre façon de penser. J'ai beaucoup parlé d'Invivox, donc vous avez compris qu'on est tout à fait sur cet axe-là. Et après, on en inclura de nouveau. C'est pas la quantité qui nous intéresse, c'est la qualité au service du parcours du patient pour l'ensemble des acteurs, l'ensemble des centres, et qu'on arrive à traiter l'ensemble des patients qui en auront besoin dans cette période post-Covid. Pour moi, c'est quasiment une obsession, soyons très clairs. Il n'y a pas des patients qui doivent être traités et d'autres qui ne doivent pas être traités. Ce n'est pas encore un discours qu'on entend beaucoup, mais en tout cas, moi, c'est un discours que je vais porter. Oui, la crise cardiaque est importante, mais si vous avez des douleurs atroces et que vous ne pouvez plus marcher, c'est aussi quelque chose d'horrible. Alors, il y a un certain nombre de questions sur il y a les pathologies identifiées, puis il y a la médecine préventive, hein, si l'on peut dire. Et donc, il y a quelques questions sur le fait que cette médecine préventive pourrait être un des oubliés des actions post-Covid. Vous en pensez quoi? Parce qu'on voit que avec l'IA, on peut aussi apporter des solutions autour de cette question-là, mais de ce que vous en voyez, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. J'allais dire. Je peux en dire un mot, en fait, parce que nous, dans notre analyse,
jusqu'à présent, parce que le Covid n'a pas été anticipé du tout, on réfléchissait par budget. Donc tout ce qui était budget 100% en fait sécu, et c'était, on va dire, le traitement maladies chroniques, etc., etc. Tout ce qui était en fait budget par partie mutuelle, prise en charge par les mutuelles, voilà, c'était dans le domaine à la fois sécu et mutuelle. Et donc du coup, les mutuelles étaient des acteurs qu'on appelle acteurs industriels de notre point de vue, qui étaient importants en fait pour tout ce qui était en fait prévention. Plus que jamais, le Covid vient en fait pousser à cette partie-là, qui était en fait à l'origine, pour nous investisseurs, à très faible valeur ajoutée, mais aujourd'hui en fait c'est quelque chose à creuser et à regarder de très près. Et donc ces innovations-là, on n'est plus dans le diagnostic, on est dans la partie amont, probablement dans du suivi, le temps avant qu'on tombe réellement dans la maladie. Donc on va, nous en tout cas investisseurs, commencer à investiguer sur qu'est-ce qu'il y a, on va dire, potentiellement créateur de valeur sur ce segment-là, et avec en fait les mutuelles. D'accord, qui pourrait prendre en charge du coup cette partie de amont et donc du coup permettre que ce soit rentable en fait, que ça s'inscrive dans un modèle économique. En fait, à ce moment-là, oui. Est-ce que je vais rajouter quelque chose, c'est important et je pense que l'IA va jouer un rôle important. On s'attend à ce que l'IA joue un rôle populationnel. Alors bon, là-dedans, on met souvent beaucoup de choses, mais en gros, on va s'occuper des populations. J'ai dit sur notre territoire tout à l'heure à quel point les populations sont précaires et donc avec des prises en charge qui sont quand même très, très complexes et souvent pas très efficaces. Donc nous, on va s'intéresser par exemple aux 1000 premiers jours de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'à travers un accord que l'on a avec les collectivités territoriales, avec le conseil régional, avec des acteurs privés du territoire, avec les acteurs sociaux, on va mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, à terme, alors quand, j'en sais rien, mais je peux vous dire qu'on va y aller, DOCAPOS, etc., on va mettre en place des éléments d'observation et on va essayer de structurer des données qui vont des données sociales aux données des pathologies. Alors, je prends un exemple très concret. Évidemment, on étudie le Covid avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on en a pas mal. Et donc, on en a qui convergent et d'autres qui divergent. Alors, on a de l'IA et on a des observations tableau Excel à la main. Et ce qui est très intéressant de notre point de vue, là, dans les 15 jours, c'est qu'on a observé que les Covid graves, les patients qui ont des Covid très graves et qui vont en réanimation et qui meurent ou qui ont des passages en réanimation très longs et des rééducations très longues, dans 40% des cas, ce sont des solitaires. Voilà un élément de pathologie. Alors, ce n'est pas forcément des précaires, hein, on est d'accord. Hein, on peut être solitaire sans être précaire. Et ce n'est pas forcément une solitude physique ou géographique. Ça peut être juste du ressenti. Hein, je ne vois plus mes enfants, etc. Ce n'est pas forcément à l'EHPAD, ça peut être à la maison. Donc, on est en train d'observer ça. Et on s'aperçoit, donc je reviens aux 1000 premiers jours de l'enfant, sur notre territoire, on se dit que c'est intéressant d'aller regarder au deux bouts de la vie un certain nombre de données sociales qui ne sont pas du tout structurées aujourd'hui. Si les données médicales ne le sont pas, vous imaginez les données sociales. Néanmoins, en prenant un certain nombre de référentiels sociaux, donc qui sont portés par les mairies, par les communautés de communes et les conseils départementaux, on va essayer de trouver des correspondances avec les travailleurs sociaux qui sont très intéressés par ça parce qu'évidemment, et grâce à, par exemple, DOCAPOS, on a le postier qui passe tous les jours. Voilà. Donc, on va essayer de recueillir un certain nombre de choses, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais je rejoins les perspectives pour les pays. Je pense que oui, on est un peu focus sur le soin et c'est vachement bien, mais ça fait 30 ans qu'on est focus sur le soin. Et donc, je rejoins là tout ce qui a été dit tout à l'heure et Laurence
dans l'idée de confiance. Je pense qu'on donnera confiance dans les soins si on est capable de montrer qu'on est performant dans la santé. Clairement, la crise du Covid nous fait comprendre qu'on n'est pas encore. Voilà, et qu'il y a encore un bon bout de chemin à parcourir. Donc, où investir? Ben oui, peut-être dans des champs où, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment été investir. Et continuer à investir dans le soin, évidemment, puisque ça reste important. Je propose une dernière question, puisqu'on devait terminer à 15h15. Il y a un certain nombre qui évoquent le manque de lisibilité de l'ensemble de l'écosystème. On a parlé beaucoup de confiance. Est-ce que les uns et les autres, vous participez? Alors, je crois qu'il y a une plateforme en cours de mise en place du côté de la Fédération des hôpitaux. Comment lutter contre ce manque de lisibilité qui est aussi un frein à la confiance de la collaboration des acteurs, parce que finalement, on ne sait pas très bien qui fait quoi, vers qui se tourner et qui est en charge et en responsabilité de quoi. Peut-être… ouais. Je vais juste apporter une première réponse et je suis sûre qu'Enguerrand derrière pourra compléter. Je pense que la lisibilité pour un seul acteur, elle est impossible. Peu importe la taille que l'on a. Donc, encore moins pour une start-up, je crois qu'il faut être honnête. Quand on est quelqu'un qui est focalisé sur son projet, on ne peut pas avoir cette lisibilité d'une grande complexité. Même pour nous, en tant que groupe, où moi, j'ai déjà un grand nombre de personnes, mais beaucoup moins que les labos pharmaceutiques, la lisibilité peut aussi être compliquée. Donc, je pense que la lisibilité, c'est un point qu'on a beaucoup abordé. Elle vient, si on travaille ensemble, en collaborant et vraiment dans un esprit de partenariat et encore plus important, en ayant comme objectif cette solution. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Tout à l'heure, on disait pourquoi est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons? Si on les fait avec les bonnes raisons, avec les bons acteurs, sur des bons projets, on trouvera la solution à cette lisibilité compliquée. D'accord. C'est vraiment l'expérience qu'on a depuis maintenant plusieurs années. Je complète. C'est un sujet en fait qui nous préoccupe là, pas en tant qu'investisseur, mais en tant qu'institution publique, avec la volonté, qui a la volonté de créer une filière robuste en santé numérique, et avec le ministère de la Santé, donc l'équipe de Laura Le Tourneur et Dominique Pont et David Senati, il y a un sujet qui est en construction et qui va aider à rendre plus lisible en fait le secteur et aider les innovateurs en fait à performer sur le sujet et pas chercher, on peut passer du temps à chercher des informations qui va perdre du temps à les trouver. Voilà. Enguerrand, peut-être un dernier mot avant qu'on conclue sur cette question de la lisibilité ou de la confiance, en fait. C'est un des premiers travaux qu'on a fait dans le guide hôpitaux startup qu'on va sortir. Alors forcément, il devait sortir en mars, mais Covid faisant, il a été décalé parce que les équipes ont été mobilisées sur d'autres projets. Comme je le disais, il y a la lisibilité interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, alors tous les établissements ont une organisation différente, mais on a essayé de faire une synthèse des grands standards en prenant 3 typologies d'établissements, le médico-social, les CH et les CHU. Et puis après, forcément, il faudra adapter par établissement et puis essayer un peu de voir quels étaient les leviers intéressants. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne vont pas servir à grand-chose pour une start-up. Il y a des acteurs qui sont extrêmement stratégiques. On a justement essayé de référencer tout cela. Il y a des start-upers sur le premier feedback qui nous ont dit c'est bien, ça. Si j'avais eu ça, j'aurais probablement gagné 1 an ou 2 sur le ciblage des bons partenaires et des bons prospects. Moi, ça fait 5 ans que je suis à la fédération hospitalière. Je ne connais même pas encore tout l'écosystème. Il est extrêmement vaste, de toute manière. Mais comme Laurence a dit, je pense que la solution, c'est la collaboration. Il faut identifier qui est compétent et qui est influent sur votre sujet, s'associer à lui. Parce que compétence et influence, ce n'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Donc, je dirais s'associer à eux. Et puis après, travailler avec eux et bénéficier de leur connaissance en fait de l'écosystème. Et de toute manière, il est extrêmement vaste. Après, pour une start-up, on a fait une cartographie. On a fait une cartographie des acteurs intéressants. On n'a pas fait une cartographie des établissements. Il y en a beaucoup. Il faut comprendre, tous les start-upers ne le savent pas, mais voilà, il y a les établissements publics, il y a les privés non lucratifs et il y a les instituts anti-cancer qui sont des privés non lucratifs, mais avec un statut encore spécial.
voilà, ça fait, ne serait-ce que sur l'hôpital, ça fait beaucoup d'acteurs déjà différents. En plus, après, sur le médico-social, il y a encore d'autres différences. Et puis après, vous avez tous les acteurs plus spécifiques. Il y a même des acteurs de l'ombre qui sont des prestateurs d'autres acteurs, donc on ne connaît pas forcément, mais qui sont des vrais leviers aussi. Après, c'est un travail à faire. Hein. De toute manière, à chaque fois que vous attaquez un marché, il faut essayer un peu de le comprendre, mais c'est pour ça, associez-vous à des gens qui le connaissent déjà. Là, par exemple, nous, on accompagne Airbus qui se lance dans la santé pour la crise du Covid sur différents projets. Airbus, il faisait des avions. Là, on les aide à faire de la santé. Ben forcément, on leur fait bénéficier de tout notre réseau et toute notre connaissance de l'écosystème, quoi. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'on a dépassé notre temps, mais je pense que ça a intéressé tout le monde parce qu'on a beaucoup de participants qui sont restés. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais j'ai vu que certains d'entre vous ont répondu aussi spécifiquement au fur et à mesure aux questions qui se posaient lorsqu'elles étaient ciblées. Donc j'espère tous que vous avez récupéré beaucoup d'informations dans cet échange et que ça vous a donné des idées plus claires sur la façon dont vous pouviez travailler votre positionnement dans les mois à venir et quelles étaient les opportunités pour vous de collaboration avec le monde de la santé et les grands groupes. Merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire.